Bonsoir à tout un chacun. Merci encore une fois de plus d'avoir accepté dans cette invitation et être présent pour cette rencontre virtuelle qui nous réunit dans le cadre de notre programme citoyen. Et aujourd'hui, nous allons traiter donc le sujet concernant donc la responsabilité étatique dans le droit, les droits fondamentaux des citoyens. Et nous avons à l'antenne Rochelle Rustinga du Congo, qui est l'un des modérateurs. C'est un jeune leader et président de club des étudiants congolais ici au Maroc. Nous avons Jennifer, qui est une jeune très active, qui est sujet de droit public. Et elle est en même temps la secrétaire générale de l'association. Donc voilà, je remercie particulièrement les conférenciers, Dr Frédéric, Maître Eric, Dr Hafizou, Ali Savané qui est en cours de connexion aussi et Maxime Abba. Nous vous remercions sincèrement de cette disponibilité et cette opportunité que vous nous donnez à pouvoir donc nous éclaircir et voilà, permettre aux jeunes étudiants en droit et d'autres d'apprendre quelque chose de leurs droits fondamentaux. Rochelle, je te passe l'antenne avec Jennifer. Je reste à l'écoute dès que vous avez besoin de moi. Je commence mon travail. De régisseur. Merci beaucoup, Youssouf. Merci beaucoup. Le principe de l'égalité des citoyens devant l'accès aux services publics est érigé en valeur constitutionnelle dans presque tous les États. Okay? Et donc, la question qui se pose est de savoir dans quelle mesure est-ce que ce principe d'égalité des citoyens devant le service public est considéré comme un gage d'équilibre social. D'accord? Et aussi, vous pourrez poursuivre en répondant à la question de savoir comment est-ce que l'État peut efficacement assurer cette égalité des chances des citoyens devant le service public. On vous écoute, Monsieur Abba. Très bien. Je suis déjà très heureux de participer à ce panel autour d'une question assez fondamentale qui est les droits fondamentaux des citoyens en Afrique. Évidemment, on m'a confié la tâche de vous parler du principe d'égal accès aux services publics comme gage d'un équilibre social. C'est un sujet très, très intéressant qu'il faille aborder, mais tout en commençant par la notion de service public. Vous savez, vous avez dit dans la biographie que je faisais partie de l'Université de Bordeaux. Et donc, l'Université de Bordeaux, historiquement, dans la doctrine publiciste, il y a une école, c'est l'école du service public, dont je fais partie, puisque je fais partie de l'Institut Léon Duguy. Donc, le service public, c'est une notion qui est assez connotée, qui est aussi imprécise dans le sens où il y a eu beaucoup de querelles, notamment doctrinales, autour de cette notion. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la définition, je ne vais pas rentrer dans les arrêts qui constituent cette notion, mais aujourd'hui, le service public se résume à deux choses, à l'intérêt général, à la notion d'intérêt général, mais aussi à la notion de service public pose deux problématiques. Il y a deux problématiques qui se posent, une problématique contextuelle et une problématique sémantique. Sémantique parce que la notion de service public, ce que je souhaite qu'on retienne, c'est que c'est la définition donnée par le professeur Chevalier, qui est un administrativiste. Pour lui, le service public est dans toute société un ensemble d'activités d'intérêt commun et qui doivent être prises en compte nécessairement par l'État. Donc, cette définition est très, très importante et on va savoir pourquoi elle est importante dans le contexte africain. Donc, c'est la première difficulté qu'il faille relever. La seconde difficulté, c'est celle qui est liée au contexte.
puisque parler des services publics dans un contexte africain est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des études des sociologues, par exemple, de l'organisation et de la science administrative qui ont prouvé qu'il est difficile d'établir un corpus commun en ce qui concerne la notion de service public pour tous les États. Même à l'intérieur d'un seul État, il y a des difficultés, il y a des dissemblances entre les différents principes qui régissent le service public. Donc, parler de service public dans un contexte africain va être très, très difficile. C'est pourquoi, à titre exemplatif, je parlerai d'un pays que je connais bien, de la Guinée, Conakry, qui, j'espère, va pouvoir être un élément illustratif pour les cas en tout cas pour les pays de l'Afrique francophone. Donc, pourquoi la question qu'il faut se poser, est-ce que le service public peut garantir déjà l'ordre social ou peut garantir la paix sociale? C'est cette question qu'il faut se poser. Et devant ça, il y a deux dimensions qu'il faut relever. D'abord, il y a les inégalités d'accès aux services publics qu'il faut souligner. Parlant justement de cette question, les inégalités d'accès aux services publics, ce sont en effet des freins. C'est véritablement, dans le cas africain, des freins qui empêchent aux citoyens de pouvoir accéder, ne serait-ce qu'aux services publics de base. Et ces difficultés d'accès aux services publics tiennent, dans le cas, par exemple, guinéen, au non-respect du code de la fonction publique. Le code de la fonction publique, par exemple, à l'article 24, qui mentionne les obligations des fonctionnaires, il est explicitement écrit dans ce code que les fonctionnaires ne doivent pas demander de l'argent, ils ne doivent pas demander des dons aux agents, demander des dons aux administrés. Mais il se trouve que dans le contexte guinéen, les gens, pour accéder par exemple à un acte de naissance, il est obligé pour l'administré que je suis de pouvoir payer des pourboires, de pouvoir payer de l'argent. Et ça fait que généralement pour les personnes qui ne partagent pas cette philosophie, ça freine l'accès aux services publics. En d'autres termes, ça freine pour ces citoyens-là l'accès aux droits fondamentaux, puisque les services publics sont en effet le moyen qui permet aux citoyens de pouvoir accéder à certains droits, notamment le droit au logement. C'est le moyen pratique, en effet, qui permet aux citoyens de pouvoir accéder à certains droits, notamment le transport, le droit au logement. Donc, il y a cette dimension liée à la fonction publique, au fonctionnement même de la fonction publique. Il y a une seconde dimension qu'il importe de signaler. Je pense que c'est la même réalité qu'il faut remarquer dans les autres pays. On a un certain État, une certaine administration partisane. L'administration partisane, c'est en effet la politisation, pour être assez concret, c'est la politisation de l'administration. Et dans le contexte guinéen, cela ne fait pas doute qu'il y a une véritable politisation de l'administration au point où, pour accéder à certaines fonctions administratives, il faut appartenir à un groupe politique. Il faut avoir la carte du groupe politique qui est majoritaire à l'Assemblée nationale ou qui occupe les fauteuils du palais présidentiel. Donc, cette difficulté fait que, par conséquent, les citoyens, déjà, ceux qui accèdent à ces fonctions-là, qui deviennent fonctionnaires, privilégient un certain nombre de citoyens. Il y a une sélection négative des citoyens. Et donc, pour les autres citoyens, si tu n'as pas la carte d'appartenance à un parti politique, tu ne peux pas accéder aux services publics de base. Et c'est très grave. C'est un constat qui se révèle dans le cas guinéen. Et je pense que l'illustration parfaite, c'est la télévision nationale. C'est la télévision nationale. Il se trouve que dans le contexte guinéen, la télévision nationale, c'est en fait la télévision d'État, c'est la télévision du président de la République, où on fait passer son programme et tout ce qui va avec. Or, on sait que dans la notion de service public, il y a des principes qu'il faut respecter, notamment le principe de neutralité qui est même corollaire
au principe d'égalité. Et ce principe de neutralité proscrit toute appartenance politique, philosophique et toute manifestation de cette appartenance-là. Or, sur le terrain, ce n'est pas le cas. Donc, il y a cette situation, plus d'autres situations qu'on évoquera évidemment au fur et à mesure, qui constituent le tableau sombre du constat de l'accès aux services publics en Afrique. Donc, en deuxième partie, il est aussi important de souligner les défis de cet accès-là comme gage d'un équilibre social. Les défis se trouvent liés malheureusement au non-respect des principes d'accès aux services publics, notamment le principe de continuité. Il y a des services publics qui existent sur papier et qui ne sont jamais mis en place. Qui sont mis en place et qui ne continuent jamais. Il y a le principe… En ce qui concerne la deuxième partie, je voulais simplement et rapidement aborder les défis qui se présentent. Et à ce titre, je disais qu'il y avait deux défis. Le premier défi, c'est le défi de la dématérialisation. Qui dit dématérialisation parle évidemment de la numérisation des activités de l'administration du service public en général. Et donc, ce défi est vraiment important à relever dans le contexte africain. Et pour cela, il faut beaucoup de moyens, il faut construire des infrastructures en vue déjà d'un réseau Internet fiable. Et ensuite, il faut dépasser le défi de l'illettrisme numérique, parce que c'est quand même important de signaler qu'en Afrique, c'est une évidence, comme l'un des intervenants l'a dit, on est illettré, illettré dans la globalité. Et donc, sur le plan du numérique, cet illettrisme est aussi évident. Donc, il est important que les États fassent ce travail-là, ce travail de formation des administrés, mais aussi des agents administratifs en vue d'informatiser le système administratif de nos pays. Et par conséquent, ça permettra justement un accès beaucoup plus facilité à l'information, beaucoup plus facilité aux services proposés. Ensuite, il y a un autre défi qu'on connaît, c'est le défi de la transparence. Et c'est aussi important puisque aujourd'hui, dans les différents principes du service public, on compte aussi le principe de la transparence, qui est un principe fondamental. Et dans nos États, faisant le constat, parlant du cas guinéen en particulier, il y a ces défis qui se présentent. Il faudrait que les États arrivent à mettre en place des mesures